D'abord, Steve, les chiffres avec vous pour qu'on comprenne bien de quoi parle. Alors, plusieurs millions de Français vivent effectivement dans un désert médical. 6 à 8 millions de Français seraient dans ce cas. 63% des Français auraient déjà renoncé ou reporté des soins en raison de délais d'attente trop longs ou de distances trop importante à parcourir. Plus de 5 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Pour bien comprendre l'urgence de la situation, le mieux, c'est de se pencher sur une carte. La pénurie de médecins, elle concerne plusieurs types de médecins, notamment les spécialistes, ophtalmo, gynéco, pédiatres, mais elle concerne aussi les généralistes. On va voir cette carte. Elle a été publiée par l'association UFC Que Choisir. Un Français sur 4 n'a aujourd'hui pas accès à un médecin généraliste. Il faut pour ces Français faire plus de 30 minutes de route pour obtenir une consultation. On le voit sur la carte. Toute la France est concernée par le problème. Le sud-ouest est relativement épargné. Votre Charente, notamment, je crois. La Corse est très affectée, Oriane. Et puis en Mayenne, ça va mal également. Le département est le 3e désert médical de France. Pour lutter contre ces déserts, la grande mesure adoptée par le gouvernement, c'est la loi de 2019 qui supprime le numerus clausus. Le numerus clausus, c'est ce dispositif qui fixait à l'échelle nationale le nombre d'étudiants admis en 2e année de médecine. Désormais, c'est fini, mais il va falloir encore patienter de longues années avant que le nombre de médecins n'augmente réellement sur le terrain. Merci Steve. Pour les chiffres, la situation est difficile, on le voit. Elle va empirer encore, selon vous, Guillaume Garot ? Ah oui, c'est pas moi qui le dis. Ce sont tout simplement les chiffres du ministère de la Santé lui-même, puisqu'on sait que le creux de la démographie médicale, il est devant nous. Il est à l'horizon 2030. Ça veut dire que plus ça va aller, moins ça va aller, sauf si on est capable de prendre des mesures fortes et efficaces, bien évidemment, pour que les inégalités entre les territoires et donc entre les Français cessent de s'aggraver comme c'est le cas aujourd'hui. Et on va parler de ces mesures. Il y a une fracture territoriale sur ce sujet, Corinne Imbert, pour vous ? Bien sûr qu'il y a une fracture territoriale, et il y a même une fracture territoriale. Vous soulignez que la Charente-Maritime était plutôt bien dotée, mais en fait, quand on regarde et qu'on fait un focus sur le département, bien, évidemment, on se rend compte qu'il y a des zones plus en difficulté que d'autres, notamment les zones plus rurales, l'est du département, le sud du département. Donc, il y a évidemment la question de la démographie médicale, et là, on sait qu'on va dans le mur. C'est pour ça qu'il était important de former plus de médecins, mais ça demande du temps. C'est un merveilleux métier, mais ça demande du temps. Et puis, il y a la question du temps médical. Il y a deux choses, parce que plus de médecins ne veut pas dire plus de temps médical. C'est une profession libérale, où chacun l'exerce comme il le souhaite, libéral ou salarié s'il le souhaite, mais quand on a un exercice libéral, on peut se dire aussi qu'il y a une responsabilité qui incombe à cette liberté, mais il y a aussi un choix d'exercice. Et puis, la notion de médical et évidemment, le temps médical est impacté par les contraintes qu'on demande en termes administratifs aux médecins. Et on va y venir parce que c'est un vrai sujet sur la fracture territoriale, Guillaume Garot, vous lirez. C'est un problème de répartition aussi. On voyait à l'instant à l'écran la carte qui a été publiée récemment par Que Choisir. Mais il faut regarder aussi le négatif, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a beaucoup de médecins et où est-ce qu'il y en a peu. Et les chiffres, là encore, du ministère de la Santé, ils sont assez parlants. Vous savez, il y a 3 fois plus de généralistes dans les Hautes-Alpes que dans l'Eure-et-Loire. 3 fois plus. Là, c'est uniquement la médecine générale. Mais si on regarde les spécialités, les autres spécialités, chez les dermatos, il y a 17 fois plus de dermatos par habitant à Paris que dans l'Ariège. Et si on regarde les ophtalmos, vous portez des lunettes, il y en a 18 fois plus à Paris que dans la Creuse, toujours par habitant, la densité par habitant. Donc c'est à cette inégalité-là qu'il faut s'attaquer, à cette répartition-là. Et donc, c'est là-dessus que nous faisons des propositions. Moi, vous savez, j'anime un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée nationale pour essayer de proposer aux législateurs, ça veut dire à la fois aux députés comme aux sénateurs, des solutions qui soient rapides. Parce qu'on ne peut pas attendre, vous le disiez à l'instant, on ne peut pas attendre encore des années qu'il y ait une nouvelle cohorte de médecins formés. Il faut 10 ans, il faut le rappeler, il faut 10 ans pour former un médecin. Or, c'est maintenant que les problèmes se posent, et on le rappelait, c'est maintenant que la situation s'aggrave. Et c'est d'ailleurs ce que dit le gouvernement, que les mesures qu'ils ont prises au début du précédent quinquennat, notamment sur le numerus clausus, feront effet en 2027-2028. Et encore si on a la capacité à accueillir davantage d'étudiants.
Mais vous savez, il y a ce qui a été voté dans la loi, puis ensuite la réalité sur le terrain. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas davantage d'étudiants dans les facs. Parce que les mètres carrés, ils n'ont pas grandi, parce que les enseignants, les formateurs, ils ne sont pas davantage présents. Donc, il y a un effet aussi sur les universités. C'est bien ça. Donc, il y a un effet d'annonce sur la libération, comme on a dit, du numerus clausus, mais au quotidien, ça n'a absolument rien changé. Et ça ne risque pas de changer si on ne prend pas, je le répète, des mesures fortes et nécessaires, si on veut garantir à chaque Français l'accès à un médecin près de chez lui. Sur la question des étudiants, puisqu'on va parler de cette quatrième année, Corinne Imbert, ce que disait Guillaume Garot, c'est qu'on a beau libérer le numerus clausus, il faut qu'il y ait des gens derrière. Évidemment, on n'a pas pour autant construit des nouvelles facultés de médecine, poussé les murs, etc. Donc il y avait des capacités d'accueil pour accueillir les étudiants dans de bonnes conditions qui n'ont pas changé entre le moment où, avant la loi et après le vote de la loi. Donc quelque part, c'était un petit peu un leurre. Alors on va nous dire qu'il y a un petit peu plus d'étudiants en médecine d'inscrits, mais la réalité, elle n'est pas à la hauteur des besoins et des attentes des Français. On va faire réagir justement un étudiant. Je vous fais intervenir un peu plus tôt que prévu, Raphaël Prénaud. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Interne en médecine générale à Nantes, président de l'intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale. On va parler de la quatrième année, mais une réaction peut-être sur ce que vous venez d'entendre à l'instant. Il y a beaucoup de choses qu'on partage, hein, notamment sur le constat, mais par contre, il y a un point sur lequel on n'est pas forcément d'accord. Quand on nous dit que le problème principal, c'est un problème de répartition, notamment sur les médecins généralistes, on n'est pas vraiment d'accord. Aujourd'hui, vous avez montré des chiffres qui montrent qu'effectivement, on a perdu 5000 médecins généralistes depuis 10 ans, qu'on est sur une perspective de perdre 20% environ de médecins généralistes et d'effectifs de médecins généralistes. Aujourd'hui, on a les chiffres de la CNAM qui montrent que les médecins généralistes sont les professionnels de santé les mieux répartis sur le territoire. Le problème aujourd'hui, c'est un problème d'effectifs. Ce qui va nous permettre demain d'avoir des médecins traitants pour le plus grand nombre de nos concitoyens, c'est de garantir une formation pleine des jeunes médecins généralistes. Et les mesures qui sont actuellement discutées au Parlement, ça va juste perdre en attractivité pour la médecine générale et donc perdre des futurs médecins généralistes à avoir pour nos concitoyens dans les prochaines années. Corinne Imbert, sur l'alerte, c'est une forme d'alerte que vient de faire Raphaël Prénaud. Oui, et je comprends. Vu de sa place, c'est normal. Et d'un autre côté, vous avez des élus qui, et mon collègue René-Paul Savary l'a dit tout à l'heure, il a parlé de coup de semonce hier soir au Sénat. Alors, je rassure Raphaël, les mesures coercitives qui étaient proposées par voie d'amendement hier dans la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale n'ont pas été votées. À titre personnel, je pense que ce n'est pas une bonne mesure. On va répartir un nombre de médecins qui n'est pas assez important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet, mais je dis que de toute façon, ça sera contre-productif. Et je partage ce qui vient d'être dit. Parce que le risque, c'est quoi? C'est soit on va faire que la médecine générale sera encore moins attractive, soit en répartissant la pénurie ou en mettant de la coercition au conventionnement, eh bien, les médecins qui voudront s'installer à tel endroit passeront en secteur 2, auront des honoraires un peu plus importants et travailleront peut-être moins. C'est ça aussi. Et on créera, même si la médecine est déjà un petit peu à deux vitesses, on créera encore un écart et des difficultés pour l'accès aux médecins généralistes. Guillaume Garot. Je voudrais répondre à ce qui vient d'être dit. On dit il y a un problème d'attractivité du métier de médecin généraliste. Ce qui est vrai, c'est que on n'a pas moins de médecins depuis 10 ans, on a un peu moins de généralistes et un peu plus de spécialistes. Et sur l'attractivité du métier de médecin, il faut redire les choses. Vous savez, il y a 400 000 vœux de lycéens en 2020 pour rentrer dans la carrière médicale et plus généralement dans les professions de santé. 400 000. Il y en a combien qui sont acceptés en première année? 35 000. Il y en a combien qui passeront la deuxième année? 10 000. Ça veut dire que l'attractivité, elle est là. Simplement, il y a une sélection extrêmement forte, et tant mieux qu'on soit exigeant. Mais il y a plein de jeunes en France, plein de jeunes qui veulent devenir médecins. Simplement, il faut peut-être qu'on interroge aussi la qualité de ces études de médecine et la sélection, parce qu'on a vu beaucoup de gens qui étaient cassés à l'issue de la première année à travers des épreuves de sélection qui étaient, on va dire, parfois étonnantes dans leurs critères. Bon, je n'en dis pas plus, mais simplement, il faut réfléchir aussi à ce que sont aujourd'hui les études de nos médecins. Raphaël Prénaud, vous voulez réagir là-dessus? Oui, j'entends notamment
dire qu'on a énormément de demandes par les lycéens. Le problème de l'attractivité, il se pose aussi au sein de nos études. La médecine générale, pour les étudiants qui finissent leur 6e année, elle ne remplit ses postes que depuis 2 ans. Donc il y a vraiment un vrai sujet sur le fait de la rendre attractive. Et que ce soit les mesures coercitives ou même les propositions de 4e année, comme porte Madame Imbert aussi, c'est vraiment dramatique pour la suite, pour l'attractivité de notre spécialité. Et aussi vis-à-vis de l'abandon dans nos études, il faut aussi se rendre compte qu'il y a plus de 10% des gens qui passent le concours, qui arrivent en 2e année, qui vont abandonner leurs études médicales au cours du cursus, parce que nos études médicales, elles sont maltraitantes, parce que nos études médicales, elles mettent à mal nos étudiants, et que demain, on va avoir des vrais soucis si on continue de la sorte. Et la 4e année telle que la propose, aujourd'hui, ce sera une année de maltraitance de plus pour nos étudiants. Guillaume Garand, un mot sur ce mot qui est fort, maltraitance, et après on va parler de cette 4e année. Le constat, il est sévère de la part de Raphaël Fresneau, mais il est juste, sans doute, et les témoignages, ils sont très nombreux dans ce sens-là. Ce que je veux dire... Néanmoins, c'est qu'il faut bien qu'on trouve des solutions maintenant. Parce qu'on peut être contre tout. On peut être contre la 4e année d'internat. On peut être contre des mesures de régulation en disant non, c'est pas un problème de répartition. Mais on fait quoi ? On fait quoi pour les patients qui sont sans médecin ? Vous l'avez rappelé. C'est quand même 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, 8 millions de Français qui ont un problème d'accès aux soins. Et si on en croit Que Choisir, 15 millions de Français qui sont dans une grande difficulté, tout simplement, pour accéder à la santé. Donc vraiment, il faut traiter le problème et pas dire c'est la faute des autres. Il faut qu'ensemble, on trouve des solutions. Et moi, je vous ferai des propositions un peu plus tard dans notre débat, là-dessus, autour de la régulation de l'installation pour nos médecins, comme ça existe pour d'autres professionnels de santé, même si c'est vrai, il n'y a pas une seule solution. On va en parler. Et l'une des mesures, c'est cette 4e année des précisions, Steve. Oui, alors le Sénat a beaucoup bossé sur tous ces problèmes de déserts médicaux. Pas moins de 6 rapports parlementaires ont été remis sur la question durant le précédent quinquennat. Ce travail a notamment débouché sur une loi qui a été adoptée par le Sénat le 18 octobre dernier. Le texte était proposé par le patron du groupe LR, Bruno Retailleau. Et ce texte vise à mettre en place une 4e année d'internat en médecine générale contre 3 actuellement. Cette 4e année sera réalisée exclusivement en ambulatoire, c'est-à-dire pas à l'hôpital, en médecine de ville, réalisée de préférence dans les territoires les moins pourvus en médecins généralistes. Ça a donné des idées donc au gouvernement, puisqu'un dispositif un peu similaire a été inséré dans le budget de la Sécu. Les sénateurs tenaient à leur propre version, et c'est donc cette version qui a été adoptée hier par le Sénat. Expliquez-nous, quand on n'est pas spécialiste, la différence entre la version du gouvernement et la version adoptée par les sénateurs hier. La version adoptée hier, c'est la version de la proposition de loi de Bruno Retailleau et d'un certain nombre de mes collègues, adoptée il y a 3 semaines au Sénat. On a réécrit l'article dans les mêmes termes. Ce qu'elle dit, ce que dit cet article, en l'état, c'est que cette 4e année de professionnalisation, je parle bien d'une année de professionnalisation, et il y a eu des concertations, il y a eu une écoute des internes il y a déjà un peu plus d'1 an, selon le ministre. Et Bruno Retailleau, avant d'écrire la proposition de loi, avait reçu les internes également dans son département pour évoquer ce sujet avec eux. C'est qu'elle soit réalisée au plus près des territoires et en priorité dans les zones où, en zone sous-dense, c'est-à-dire que là où il n'y a pas assez de médecins généralistes. Elle dit aussi qu'il y aura une reconnaissance, parce que cette 4e année, les jeunes internes le feront sous le statut de docteur junior. Donc il faut que ce statut, la thèse sera passée, soit reconnu en termes de rémunération, parce qu'on va leur demander un effort de venir renforcer l'offre médicale dans les territoires. Mais comme 85% du territoire est en zone sous-dense, c'est pas et surtout, elle se fera en ville et en autonomie supervisée, c'est-à-dire avec un maître de stage agréé. Et je pense que ce sont les meilleurs maîtres de stage. Comment ? On ne les a pas, les maîtres de stage. Aujourd'hui, on est à flux tendu. On a 2 semestres en ambulatoire au cours de notre internat de 3 ans et on est déjà en difficulté. On n'a pas assez de stages dans certaines subdivisions pour assurer ces 2 semestres. Demain, vous voulez en mettre 4, on n'aura pas les maîtres de stage. Aujourd'hui, on a même le gouvernement qui dit qu'on peut être supervisé par un médecin du bassin de vie. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à 15 km du médecin qui nous supervise, seul dans les murs. C'est inacceptable. Aujourd'hui, si on veut faire une 4e année pour de la formation, il faut qu'on ait des formateurs. Sinon, c'est de l'exploitation des internes encore.
Non, il ne s'agit pas d'exploiter les internes, qu'on soit bien clair. Il s'agit, et vous attendiez cette 4e année de professionnalisation. Il y a 4 ans, cette proposition de loi, ce texte, il est voté, il s'appliquera aux internes en médecine générale en novembre 2026. Donc il y a 4 ans pour former encore plus de médecins généralistes pour qu'ils soient maîtres. Ça ne s'applique pas à ceux qui sont déjà dans un internat. C'est ce qu'a dit en internat. C'est ce qu'a dit Guillaume Garot. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans les arguments qui nous sont opposés. On dit il ne faut pas une 4e année d'internat. Sous-entendu, la 3e année d'internat suffit. Et donc, on serait prêts, nous, à s'installer en médecine libérale tout de suite au soir de la 3e année. Et puis là, on nous dit ah mais non, parce que finalement, la 4e année, on n'est pas encore assez formé, donc on veut des maîtres de stage. Donc, on ne peut pas être sur les 2 tableaux. Il faut choisir. Soit on est prêt au bout de la 3e année et on s'oppose à la 4e année d'internat, soit on accepte la 4e année d'internat et on reconnaît qu'on a déjà des compétences. Donc voilà, il faut choisir et puis il ne faut pas vouloir courir 2 lièvres à la fois. Je pense qu'il faut surtout de la cohérence. La réponse, Raphaël Prénot, on n'a pas assez de formateurs pour nous. Alors, c'est pas de courir de lièvres à la fois. Si vous avez besoin de formation, vous avez donc besoin d'une 4e année. Mais on n'a pas. Vous n'êtes pas contre la 4e année. Ce qui veut dire que la 3e année n'était pas suffisante. Vous défendez une 4e année à des motifs de formation, sauf qu'on n'a pas de formateur à appliquer aux gens. Et il faut arrêter de dire qu'un médecin qui sort de cursus, il doit être prêt dès le lendemain à être installé forcément. On a aussi besoin des remplaçants. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de remplaçants, demain, les médecins installés, ils ne peuvent pas prendre de vacances. Les remplaçants, ils sont nécessaires aussi au système de santé et il ne faut pas l'oublier. Mais un remplaçant, ça veut dire donc dire qu'il est en capacité d'exercer la médecine, quand bien même il est remplaçant. Oui, mais vous le verrez, les remplaçants. Donc, les remplaçants, ils ne veulent pas exercer seuls. Les remplaçants, quand ils remplacent, ils cherchent des cabinets de groupe où ils ont des médecins à côté d'eux. Mais c'est peut-être ça qu'il faut travailler. C'est peut-être ça qu'il faut travailler. C'est peut-être ça qu'il faut travailler. Non, juste parce que là on est sur un débat, on est sur un débat très technique et ça va peut-être, ce que je veux dire va peut-être dans le sens de Raphaël. Quand on regarde les chiffres, c'est vrai qu'il y a un interne qui se suicide aujourd'hui toutes les 3 semaines. Il y a un problème général, c'est des chiffres qui ont été notamment cités dans l'hémicycle hier par la gauche du Sénat, donc c'est quand même assez préoccupant. Est-ce que, donc déjà j'imagine que ça vous préoccupe aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème plus général? On fait peser tous les problèmes du système de santé sur les internes aujourd'hui avec cette 4e année qu'on rajoute en médecine générale. Mais nous sommes absolument d'accord. D'abord pour reconnaître que c'est dur d'être interne aujourd'hui. Et il faut remercier, et je le fais publiquement, les internes de tenir à bout de bras nos hôpitaux. C'est ça. Hein, ça, vraiment, il faut le dire. Et sans doute, et moi je vais dans le sens de Raphaël Prénot, qu'il faut mieux rémunérer les internes lorsqu'ils assurent ces tâches à l'hôpital. Est-ce que pour autant, tout doit être assumé, toute la solution relève des internes? À l'évidence, non. C'est la raison pour laquelle, et j'y reviens quand même, excusez-moi, je pense qu'il faut de la régulation dans l'installation. La question d'installation des médecins dont on parle beaucoup. Est-ce que je vous ai dit ça? Est-ce que je vous ai dit ça? Non. Alors vous allez juste m'écouter. La régulation, c'est d'abord dire de ne plus autoriser l'installation de médecins dans les zones qui sont déjà suffisamment dotées. Hein, vous allez, on n'a pas montré la carte, mais vous allez dans des villes côtières, dans des villes du littoral, du sud de la France, ça va très bien. C'est les 15% dont vous parliez. Première chose, on arrête d'aggraver les inégalités. Et 2, en effet, pour les nouvelles installations, mais ça ne concerne pas simplement les jeunes médecins, on dit vous irez vous installer où vous voulez, mais dans une zone qui est aujourd'hui en désertification médicale. C'est comme ça, et ça permet, à mon sens, de répondre à la demande des patients. Et ça doit concerner, je termine juste là-dessus, autant les généralistes que les spécialistes. Je citais tout à l'heure les dermatos, les ophtalmos. Je pense que c'est l'ensemble des spécialités qui doit être concernées par ces mesures. Et il va falloir qu'on avance. L'optimisation médicale, c'est ce qui va nous permettre demain d'avoir de l'efficacité. Ce ne sera pas la régulation. On nous met trop souvent en position de dire qu'on ne propose pas de solution. Ce n'est pas le cas. On a même fait un colloque à destination de tous les parlementaires au début du mois d'octobre où vous ne n'êtes pas déplacés. On porte des solutions qui sont fortes, qui sont des propositions d'optimisation du temps médical, de réduction de la charge administrative, de permettre l'embauche d'assistants médicaux et aujourd'hui qui ne sont pas mises en place. Il va juste falloir qu'on avance dans ce débat très rapidement, Corinne Imbert, parce qu'il faut qu'on parle des médecins retraités. Juste, le texte de la proposition de loi de Bruno Retailleau ne dit pas
que cette 4e année se fera là où il n'y a pas d'autres médecins. Bien sûr. Elle ne dit pas cela. Elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas que l'interne ira là exercer tout seul dans son cabinet médical, dans un cabinet médical. Ne faites pas dire à cette proposition de loi ce qu'elle ne dit pas. On va parler des médecins retraités parce que il faut qu'on avance dans le débat. C'est une autre mesure. Inciter les médecins retraités à rester en activité. On vous emmène à Maubeuge. C'est Audrey Vétaz qui a suivi un médecin généraliste en emploi-retraite, voir ce qu'il en pense. Pierre-Marie Coquet aurait pu s'arrêter de travailler en avril dernier. Il avait toutes ses annuités. Mais à 66 ans, ce médecin généraliste de Maubeuge a fait le choix de continuer en cumul emploi-retraite. La ville est en carence de médecins, alors pour ses patients, c'est un soulagement. Moi, je m'en reviens. Ça fait plus de 30 ans, je suppose, que je viens voir ce médecin. Si le docteur Coquet continue, c'est qu'il a participé, entre autres, à la création de cette maison de santé pluridisciplinaire où il travaille en coordination avec une infirmière et une secrétaire. Le dossier est alimenté au nom de l'infirmière. Elle vérifie par exemple sur un dossier de patient chronique sa dernière prise de sang, son dernier bilan cardio. J'ai plus besoin de faire tout ce travail qui n'est pas un travail administratif mais qui est très chronophage. Si je ne travaille pas avec une infirmière et que je ne sais pas qu'il y a quelqu'un le matin et que je ne travaille pas en équipe, j'aurais arrêté. J'aurais arrêté à 65 ans et 6 mois. Il faut que j'arrive à passer tout ça, à passer les flambeaux, et que je ne suis pas pressé parce qu'au stade où je travaille après 37 ans de carrière, quand je reçois des patients, je ne sais pas si c'est un vrai travail. Mais les cotisations vieillesse qu'il paye, elles, sont bien réelles. Comme tous les médecins libéraux, entre 10 000 et 30 000 euros chaque année, même s'il est déjà à la retraite. Ce sont ces cotisations qu'Emmanuel Macron veut supprimer pour inciter les médecins qui exercent dans des déserts médicaux à continuer. Alors j'y suis évidemment favorable. Cela dit, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Premièrement, quand vous regardez le texte, il dit que ça va quand même dépendre du chiffre d'affaires. Or, si un médecin retraité continue son activité, je ne suis pas sûr qu'il ait envie de diminuer son chiffre d'affaires de façon drastique ou non intelligente. C'est-à-dire que moi, si je suis ici, c'est pour répondre à une demande. D'autre part, et c'est bien gentil de dire on ne va plus cotiser, mais je crois qu'on est à peu près 12 000 médecins à notre caisse de retraite qui s'appelle la CARMF. Et 12 000 médecins qui ne cotiseraient plus, ça ferait un gros trou dans le budget pour le papy-boom. D'après lui, il faudrait aussi permettre le salariat des médecins retraités. À Maubeuge, ce n'est toujours pas possible. Il alerte aussi sur la situation des infirmières libérales qui, elles, payent toujours des cotisations vieillesse. D'autant plus que la retraite de base d'une infirmière est vraiment aura des pâquerettes. Donc s'ils pouvaient nous éviter de payer de la caisse de retraite et de ne pas en profiter, puisque finalement on n'en profitera pas, c'est du vent, ce serait franchement sympa pour nous. Du côté de la ville, on se satisfait de ces retraités qui continuent. Même si tout le monde le concède, ce n'est pas une solution d'avenir. Très sincèrement, je pense que c'est un pansement, ni plus ni moins. Je pense qu'il faut attirer les jeunes médecins sur notre territoire. Nous avons d'ailleurs comme projet à la ville de Maubeuge de faire venir au printemps 2023, avec le partenariat de l'Université de Lille, l'UFR3S, 300 étudiants sur notre territoire. Avec l'espoir d'attirer de futurs médecins généralistes pour les 30 000 habitants de la commune. Guillaume Garand, on va parler du salariat des médecins retraités, c'est une proposition, mais un mot, puisque le Sénat a donné son feu vert à l'extension de cet allègement des cotisations, non plus seulement aux médecins, mais à l'ensemble des professionnels de santé. C'est quelque chose que vous allez suivre à l'Assemblée ? Alors, on verra, on aura la discussion dans l'hémicycle avec les groupes. Tout ce qui peut permettre des solutions dans l'urgence, bien sûr, faisons-le. Mais j'observe juste une chose. On nous dit, il faut travailler plus longtemps. C'est le projet de réforme des retraites du gouvernement pour dire parce qu'il y a besoin de renflouer les caisses de notre régime de retraite. Et puis là, paf, surgit une forme de bonus pour les médecins et les professionnels de santé qui, eux, n'auraient pas à cotiser plus longtemps. Donc, il y a une forme de paradoxe ou de contradiction là-dedans. Mais je le redis, ce qui compte véritablement, c'est qu'on trouve des solutions. Il n'y a pas une seule solution, il y a un ensemble de solutions et celle-là en fait partie. Alors évidemment. lesquelles ? Moi je le vois à Laval. Dites-nous, allez-y. L'idée, alors en effet, que des médecins retraités puissent continuer à travailler plus longtemps, c'est ce cumul emploi-retraite. Très bien, mais ça a été dit dans le reportage, c'est pas non plus la solution. Et on est bien d'accord là-dessus. Bien sûr qu'il faudra former davantage de nouveaux médecins.
On l'a dit tout à l'heure, on n'y revient pas. Ensuite, moi je crois qu'il faut être sur la régulation dans l'installation et l'exercice. Ça veut dire ne plus autoriser une installation dans une zone qui est déjà bien pourvue en présence médicale. Mais pour ça, il faut définir des indicateurs pour dire ce qu'est une zone bien pourvue et ce qu'est une zone mal pourvue. Il y a beaucoup de cartes qui circulent. Mais il faut qu'il y ait un indicateur public et transparent. C'est la première chose. Et puis 2, il faut que dans le moment très compliqué où nous sommes, je vous parlais des 8 prochaines années d'ici 2030, il y ait en effet des mesures fortes, vigoureuses, qui soient transitoires, bien évidemment, mais où on dit, voilà, pour les prochaines installations, il faudra que ce soit dans une zone sous-dotée. Ça concerne les jeunes médecins, mais ça pourrait concerner tous les médecins. Alors, appelons ça comme vous voulez. Enfin, c'est une contrainte assez... à mon avis, qui n'est pas insurmontable, puisque on est dans une grande partie, vous l'avez montré sur la carte, du territoire national. Et je vais vous dire, c'est une question d'intérêt général, parce que c'est normal que les internes s'expriment. C'est normal que les syndicats de médecins défendent aussi leurs intérêts. Mais notre rôle à nous, responsables politiques, législateurs, c'est de défendre l'intérêt général, c'est de défendre les patients, c'est de défendre l'accès de tous à la santé, à la médecine. Et c'est pour ça qu'il faut trouver ensemble, je dis bien ensemble, avec les médecins et l'ensemble des professionnels de santé, des solutions qui soient efficaces, qui soient urgentes et rapides, donc, de telle sorte que tout le monde puisse avoir un médecin près de chez soi. Et la réponse côté Sénat, Corinne Imbert, pour conclure, il nous reste 45 secondes. Oh là, c'est cool. Bon, vous avez suivi les débats hier, en tout cas, je vous y renvoie. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a urgence. Et il y a d'autant plus urgence qu'on parle beaucoup des internes. Mais il y a tous les professionnels de santé qui, aujourd'hui, travaillent, prennent en charge chaque jour des patients. Nous sommes 2 ans et demi après le début de la pandémie. Tous ces professionnels-là, médecins et autres, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, etc., sont en train de s'épuiser. Parce que on parle beaucoup du temps médical, on parle beaucoup des futurs médecins. On oublie un petit peu ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, à la ville comme à l'hôpital. Si l'hôpital ne va pas bien, la ville n'ira pas bien. Mais si la ville ne va pas bien, l'hôpital n'ira pas bien. Donc oui, il y a urgence, parce que sinon, notre système de santé va nous éclater à la figure. Et ce sera le mot de la fin. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. On refera un débat sur ce sujet, si vous êtes d'accord, parce qu'effectivement, c'est un vaste sujet d'inquiétude.